Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre, ce chapitre 3, intitulé Ce qu'il faut savoir du produit intérieur brut. Alors sans plus attendre, une réponse à une première question, à savoir qu'est-ce que le produit intérieur brut. Donc le produit intérieur brut, dit PIB, est une mesure de la création de richesse. En effet, la nature n'est pas en mesure de répondre à l'ensemble des besoins émis par l'homme, donc l'homme réalise des activités productives pour répondre à la totalité de ses besoins. Sachant que ces activités productives, donc la production de biens et de services, sont ensuite échangées, et bien ce sont ces échanges qui vont générer une création de richesse donc qui est mesurée par le produit intérieur brut. Il faut savoir que le produit intérieur brut est la première mesure macroéconomique. Elle l'est parce que le PIB est très important pour le calcul du taux de croissance dont on entend si souvent parler dans les médias. Ce taux de croissance est égal au PIB de l'année N moins le PIB de l'année N-1, donc de l'année dernière, divisé par le PIB de l'année dernière, que multiplie par 100. En France, en 2015, le taux de croissance s'est élevé à 1,1%. À titre de comparaison, dans les pays de la zone euro, le taux de croissance était de l'ordre de 2,5%, sachant que pour 2016, il est anticipé un taux de croissance en France de 1,5%. Alors, les caractéristiques du PIB. Ces caractéristiques sont au nombre de 4. La première concerne la comptabilité nationale. Qu'est-ce que la comptabilité nationale? Eh bien, c'est un système, un ensemble de techniques permettant d'agréger des données, lesquelles données agrégées vont donner des indicateurs. Donc le produit intérieur brut est un ensemble de données agrégées, donc un indicateur. La comptabilité nationale est normée. Cette normalisation, c'est-à-dire tout un ensemble de règles à respecter, permettant notamment de pouvoir faire des comparaisons sur un plan international en matière de produit intérieur brut. La deuxième caractéristique concerne les ordres de grandeur, à savoir que le produit intérieur brut permet tout à la fois de générer trois grandeurs qui sont les suivantes, à savoir la production, le revenu et les dépenses. Le PIB en effet permet de mesurer la production, soit le résultat des activités productives. Donc la comptabilité nationale donne une définition de ces activités productives, celles-ci devant répondre à trois conditions. La première, à savoir que ces activités reposent sur le travail de l'homme. La seconde, à savoir que les activités sont productives si elles représentent une utilité pour la collectivité. Et la troisième et dernière condition, à savoir que ces activités productives doivent pouvoir être évaluées sur une base monétaire. En effet, la comptabilité, qu'elle soit nationale ou privée, pour pouvoir exister, pour pouvoir générer les indicateurs, a besoin donc d'une mesure. Et c'est le prix qui permet cette mesure. Même si certaines activités qui sont incluses dans le PIB ne s'appuient pas sur un prix. Nous le verrons ensuite, notamment en ce qui concerne les services publics, mais la mesure monétaire reste toujours nécessaire pour pouvoir être appliquée en comptabilité nationale. La troisième caractéristique du produit intérieur brut concerne le circuit économique, à savoir que le PIB, nous l'avons dit, permet la mesure de création de richesse, cette richesse étant créée par des échanges réalisés entre les agents économiques. Qui sont ces agents économiques? Eh bien, ce sont la totalité des personnes, qu'elles soient physiques ou morales, qui interviennent donc sur le champ économique. Ce sont les ménages, ce sont les entreprises, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques, ce sont les établissements bancaires, ce sont les compagnies d'assurance, ce sont les associations, c'est l'État, c'est aussi ceux qui interviennent et que l'on considère comme étant ou appartenant au reste du monde, à savoir les agents économiques d'autres pays. Donc le PIB étant la résultante, la mesure de ces échanges, donc il s'inscrit dans un circuit économique, à savoir que ce circuit économique reprend deux échanges essentiels, à savoir des échanges dits physiques, échanges de biens et de services, en contrepartie donc d'échanges dits monétaires. La quatrième et dernière caractéristique du PIB
concerne la notion de flux. Donc le produit intérieur brut est un flux. Un flux, c'est-à-dire qu'il va mesurer une activité, des activités qui ont été réalisées sur une période donnée. Donc le PIB est un flux et n'est pas un stock. C'est pour cette raison que le PIB ne va pas mesurer la richesse qui est représentée par un patrimoine, mais il mesure la création de richesse, c'est-à-dire l'impact d'une activité, des activités sur une période donnée, sur le patrimoine existant. Comment calcule-t-on le produit intérieur brut? Eh bien, le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées. Ces valeurs ajoutées, qui les génèrent? Eh bien, ce sont les agents économiques qui réalisent, nous l'avons dit, des activités productives. Donc, pour l'essentiel, les entreprises privées, mais également les entreprises publiques. Il y a également ce qu'on appelle les entrepreneurs individuels qui font partie d'une même catégorie avec les ménages. Donc, le produit intérieur brut est égal à la somme des valeurs ajoutées. Cette valeur ajoutée, elle, est égale à la différence entre la production, donc le résultat des activités productives, moins les consommations intermédiaires, c'est-à-dire l'ensemble des achats de biens et de services qui ont été nécessaires pour pouvoir réaliser la production. Cette modalité de calcul se basant sur les valeurs ajoutées permet également d'éviter les doublons pour le calcul du PIB. Le PIB va concerner un pays entier, va concerner toutes les activités productives réalisées dans un espace économique. En procédant ainsi, c'est-à-dire en reprenant uniquement la valeur ajoutée et non pas la somme des productions, on évite tout simplement de prendre deux fois les mêmes choses. Un exemple, si on prend un équipementier automobile qui va livrer un constructeur final, la production de l'équipementier correspond à des consommations intermédiaires pour le producteur final et non pas comme une production pour le constructeur final, car cette production en tant que telle a déjà été prise en compte chez l'équipementier. Donc on évite, en pratiquant ainsi, de doublonner les éléments pour le calcul du produit intérieur brut, et aussi en prenant en considération les valeurs ajoutées, et bien ceci permet de reprendre l'ensemble des agents économiques qui ont une activité productive, à savoir les entreprises qui ont une activité et une production dite intégrée, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui réalise elle-même la production et les entreprises qui sous-traitent, c'est-à-dire qui font appel à un prestataire pour réaliser leur activité productive. Alors, pour aller un petit peu plus loin, un premier point, à savoir que le PIB donc est calculé sur une période donnée. Cette période de référence est l'année civile, même s'il y a des calculs intermédiaires, c'est-à-dire selon une fréquence trimestrielle. Ce PIB, nous l'avons dit, c'est un flux et non un stock. Le deuxième point, donc, le PIB ne tient pas compte des biens usagés. Donc ça, c'est un point très important. On parle bien, on l'a déjà dit, de création de richesse. Donc la création de richesse, ce sont de nouveaux biens, de nouveaux services qui ont été réalisés, qui ont été générés. Donc le produit intérieur brut ne va pas tenir compte de ce qu'on pourrait considérer comme le marché de l'occasion. Il ne va pas tenir compte de transferts d'actifs qui sont déjà existants. Par contre, il tient compte des entrées en stock, à savoir donc que le PIB reprend l'ensemble des productions de biens, y compris les biens qui n'ont pas été vendus sur la période en question, mais qui sont entrés dans les stocks. Donc ces éléments sont pris en considération dans le PIB de l'année de production et non pas de l'année de vente. Les biens et services sont ensuite valorisés au prix de marché. Donc là aussi un point important, donc pour qu'une activité productive puisse être intégrée dans le produit intérieur brut, il faut qu'elle soit valorisable notamment donc selon un prix de marché, c'est-à-dire le prix qui est exercé sur un marché, le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Encore faut-il qu'il existe un marché, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les activités productives, donc notamment et essentiellement donc pour les services publics, qui sont des activités productives, donc qui sont à prendre en considération dans le calcul du produit intérieur brut. Et bien concernant ces services publics, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de prix de marché. Donc
Comment fait-on? Eh bien, ces éléments sont repris dans le calcul du PIB, non pas au prix de marché, mais à leur coût, c'est-à-dire à l'ensemble des dépenses qui ont été engagées et nécessaires pour la réalisation de ces services publics. Le PIB ensuite ne tient pas compte de toutes les activités productives. Par exemple, ne sont pas prises en considération dans le calcul les activités dites domestiques, même si elles ont un caractère productif et qu'elles sont utiles à la collectivité. Ne sont pas prises en considération non plus les activités qui ont trait à ce qu'on appelle l'économie souterraine. L'économie souterraine, c'est-à-dire l'ensemble des activités économiques qui ne sont pas déclarées à l'État, soit parce que ces activités bien souvent sont illégales, ou encore parce que leur auteur ne souhaite pas déclarer ces activités auprès de l'administration fiscale. Donc tous ces éléments, même s'ils ont un caractère productif, ne sont pas pris en considération pour le calcul du produit intérieur brut. Le PIB donc est imparfait, bien évidemment. Il y a un certain nombre d'approximations, mais pour autant, il n'en est pas moins essentiel ce PIB, car nous l'avons dit, c'est la mesure de référence, notamment pour le calcul du taux de croissance économique. Un petit problème technique, eh bien oui, un problème clé concernant la mesure du produit intérieur brut, à savoir la variation des prix. Le PIB mesure la création de richesse, mais il y a richesse lorsqu'il y a création d'un nouveau bien ou d'un nouveau service, donc derrière une notion de quantité. Par contre, le PIB est calculé de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va prendre les quantités nouvelles de biens et de services créés sur une période donnée, que l'on doit multiplier par un prix, car nous l'avons dit, le produit intérieur brut qui s'inscrit dans la comptabilité nationale doit pouvoir être mesuré. Eh bien, en reprenant donc cette notion de prix, le produit intérieur brut pourrait très bien évoluer non pas en fonction des quantités, ce qui correspondrait, je dirais, à de la bonne croissance, mais en fonction d'une augmentation des prix, c'est-à-dire ce que l'on appelle communément l'inflation, d'où un effet plus ou moins négatif. Donc concrètement, il faut retraiter. Donc nous avons une solution par rapport à ça, c'est-à-dire que le PIB donc sera mesuré toujours sur une base monétaire, mais un retraitement va être pratiqué de façon à neutraliser tous les effets de variation de prix d'une année sur l'autre. Ce retraitement donc s'inscrit dans le cadre du déflateur du PIB, dont on trouve donc l'équation suivante, qui est le PIB nominal divisé par le PIB réel, le tout étant multiplié par 100. Ce qui est important dans cette équation, c'est de faire la différence entre le PIB nominal et le PIB réel. Le PIB nominal, que l'on appelle également le produit intérieur brut à prix courant, correspond à ce que j'ai défini précédemment, à savoir que le PIB, c'est la somme des quantités de biens et de services créés sur une période donnée, que multiplient leur prix sur la même année en question. D'où, nous l'avons dit, des effets de variation de prix, le cas échéant. Donc, c'est pour cette raison qu'on va identifier et distinguer ce que l'on appelle le PIB réel. Donc le PIB réel, lui, c'est un PIB à prix constant, à savoir que les achats et les quantités donc, de biens et de services donc, qui ont été créés sur une période donnée vont être valorisés non pas à leur prix, c'est-à-dire au prix pratiqué sur la période de calcul du PIB, mais selon des prix qui étaient en vigueur au cours d'une année dite de référence. Je prends un exemple. Pour le calcul du PIB de l'année 2015, donc on reprend les quantités de biens et de services qui ont été créés sur l'année 2015, mais on va les multiplier par des prix qui ont référence à l'année par exemple 2010, c'est-à-dire au prix de 2010, si on considère que l'année 2010 donc, est l'année de base, l'année de référence pour le calcul du PIB. Donc en pratiquant ainsi, eh bien, on neutralise l'effet de variation de prix entre 2010 et 2015, comme on a pu le faire entre 2010 et 2011, 2010 et 2012, 2011 et 2012 bien évidemment, vu qu'on prend la même base de calcul donc, pour le prix, etc., etc. Donc on neutralise l'effet prix en appliquant ou en identifiant plutôt le PIB réel. Le déflateur du PIB qui ressort de ces modalités de retraitement est intéressant puisque on comprend bien que plus l'écart entre le PIB nominal et le PIB réel sera important, donc plus
le déflateur du produit intérieur brut est important, plus cela signifie qu'il y a des variations de prix conséquentes. Donc derrière, l'idée bien évidemment d'appréciation de l'inflation. Alors, à quoi sert le produit intérieur brut? Plutôt autrement dit, à quoi est employé le produit intérieur brut? Eh bien, il y a 4 emplois essentiels par rapport au PIB. Le premier correspond à la consommation. Donc la consommation, c'est l'ensemble des biens et des services qui sont achetés par les ménages. Donc une première distinction très importante, ce sont les biens et services achetés par les ménages et non pas par les entreprises, puisque les achats de biens et de services réalisés par les entreprises sont inclus dans la consommation intermédiaire pour le calcul des valeurs ajoutées, donc pour le calcul du produit intérieur brut. Donc première différence essentielle, ce ne sont pas des consommations intermédiaires mais des consommations finales, et ce sont des consommations finales par des acteurs privés, puisque les achats de biens et de services réalisés par des entités publiques comme l'État ou des entreprises publiques sont identifiés dans un emploi bien particulier que nous verrons ensuite et qui représente les dépenses publiques. Deuxième emploi du PIB correspond donc aux investissements. Donc les investissements sont l'achat de biens destinés à une utilisation future, contrairement à la consommation qui, elle, est une utilisation immédiate du bien et du service. Alors on distingue 3 types d'investissements. Les investissements fixes des entreprises, les investissements fixes résidentiels des ménages, à savoir les biens immobiliers, et les investissements en stock des entreprises. Alors attention, est un investissement ce qui correspond à du capital nouveau. On l'a dit également tout à l'heure, les transferts d'actifs ne sont pas représentatifs d'un investissement ou d'un emploi du PIB. La différence entre investissement et consommation, donc c'est surtout sur une question de temps. Donc la consommation concerne l'ensemble des biens et des services qui sont consommés immédiatement, qui sont, je dirais, détruits immédiatement. Derrière la notion de consommation, il y a un peu la notion de consommation, c'est-à-dire la destruction du bien et du service pour satisfaire le besoin, alors que s'agissant de l'investissement, eh bien cet investissement est conservé, il est gardé pour des utilisations futures. Donc derrière la notion d'investissement, il y a la notion de stock, plus précisément donc la notion de stock de capital, donc ça c'est très important, stock de capital que reprend la comptabilité nationale donc en tant que formation brute de capital, et en distinguant donc la formation brute de capital fixe, qui correspond donc à des éléments donc, qui sont dits fixes, hein, des machines, des constructions, etc., etc. Et ensuite la formation brute de capital variable qui correspond à du stock. Donc cette notion d'investissement de stock de capital est essentielle. Elle est même plutôt reprise, et il faut plutôt reprendre cet élément-là, parce que derrière la notion d'investissement, il y a également les éléments financiers, hein, la notion d'investissement, je dirais, plus large que celle donc de capital. Donc elle englobe des actifs financiers qui, eux, ne sont pas concernés par la mesure du produit intérieur brut. Troisième emploi, ce sont les dépenses publiques. Donc ça correspond à l'ensemble des biens et des services qui sont achetés par les pouvoirs publics. Là aussi, une différence très importante, donc ce sont bien les achats de biens et de services ne sont pas concernés, donc l'ensemble des transferts réalisés par les entités publiques, les transferts qui consistent à une redistribution de revenus entre agents économiques organisés par les pouvoirs publics, on pense notamment aux prestations sociales, et bien ces dépenses publiques ici, dans le cadre de l'emploi du PIB, ne sont pas concernées, hein, concernant les transferts. Quatrième emploi, les exportations nettes. Donc ces exportations nettes vont rendre compte des échanges avec d'autres pays. Si les exportations qui consistent à vendre des biens et des services du pays vers des pays étrangers sont supérieures aux importations, ces importations qui consistent à acheter des biens et des services en provenance d'autres pays, et bien dans ce cas-là, les exportations nettes seront positives, et lorsque nous avons des exportations nettes qui sont positives, on parle d'excédent commercial. A l'inverse, si les exportations sont inférieures aux importations, eh bien nous sommes en présence d'un déficit commercial. Donc les exportations nettes représentent l'ensemble des échanges dans le
cadre donc du circuit économique réalisé donc entre un pays et les autres pays que l'on appelle le reste du monde. Alors le PIB, par rapport à ce que je viens de dire, eh bien, on peut le mettre en équation, à savoir que ce PIB est représenté donc sous un format algébrique de façon suivante, notamment donc pour des considérations donc d'études macroéconomiques. Donc Y qui est égal à C plus I plus G plus XN. Donc Y, hein, c'est ce PIB, qu'on appelle donc également en termes macroéconomiques donc la production. C est égal à la consommation, I à l'investissement, G correspond aux dépenses publiques et XN correspond aux exportations nettes. Alors le PIB en France, une petite illustration donc chiffrée pour mettre dans le contexte donc cette notion de produit intérieur brut. Donc nous avons ici le produit intérieur brut réalisé en France de 2010 à 2015, en l'occurrence jusqu'à la fin du troisième trimestre. Donc on constate l'évolution du PIB en milliards d'euros, donc qui était de 1997 milliards d'euros en 2010 et qui donc a atteint 2134 milliards d'euros en 2014 et qui à la fin du troisième trimestre 2015 s'établit à 1633 milliards d'euros. On a ici les composantes, donc les emplois du produit intérieur brut par rapport à la présentation qui a été faite précédemment, entre la consommation, l'investissement, les dépenses publiques et le solde extérieur. Donc on constate que la consommation donc, représente 56 à 55% du produit intérieur brut. On constate une stabilité de la consommation donc représentative du PIB. Ensuite, concernant l'investissement, donc nous sommes sur une quote-part qui s'établit entre 22 et 23%, et là on constate la même stabilité d'une année sur l'autre par rapport au total du PIB. Pour les dépenses publiques, à 24% sur toutes les années du produit intérieur brut. Donc on constate notamment au passage que les dépenses publiques sont supérieures à l'investissement privé. Et puis nous avons donc enfin la dernière composante, la dernière ligne, qui correspond au solde extérieur, que l'on peut appeler également exportation nette. Et là on constate que ce solde extérieur est négatif, compris entre moins 1% et moins 3% donc en 2011. Donc ce solde négatif signifie que sur cette période, les importations ont toujours été supérieures aux exportations pour la France. Donc la France a toujours dégagé sur cette période un déficit commercial. Alors ensuite, une nouvelle problématique, à savoir la capacité à pouvoir comparer le produit intérieur brut entre les différents pays. Nous l'avons dit, le PIB s'inscrit dans le cadre d'une comptabilité nationale qui est sujette à une normalisation qui s'est internationalisée au fil du temps de façon à pouvoir comparer les pays entre eux. La seule chose, c'est que pour pouvoir comparer le PIB entre les pays, il y a deux retraitements à pratiquer. Le premier concerne les aspects démographiques, car en effet, chaque pays a sa population, donc le volume de cette population, bien évidemment, a un impact sur le niveau de la création de richesse. Donc le premier calcul à réaliser par rapport à ça pour pouvoir comparer les créations de richesse entre les pays consiste à déterminer le produit intérieur brut par habitant, donc tout simplement le PIB en volume, que divise la population. Deuxième point, donc un petit peu plus technique, à savoir la parité pouvoir d'achat, ce que l'on appelle donc la PPA. En effet, chaque pays ou les différents pays ont des niveaux de vie qui sont différents. Donc ces niveaux de vie différents donc, sont beaucoup plus l'impact d'effet prix que par rapport à des quantités. Alors que nous l'avons dit et nous l'avons vu, le produit intérieur brut qui mesure la création de richesse se base sur des créations de quantités de biens et de services. Donc la PPA est un retraitement, est un calcul qui va être destiné à effacer les écarts de niveau de vie, de niveau de prix entre les pays, de façon à pouvoir comparer les PIB respectifs. Alors comment calcule-t-on cette PPA ?
cette parité pouvoir d'achat. Donc premièrement, il faut définir un pays pivot, un pays de référence. Donc dans la pratique, l'OFCE, qui est un organisme international d'analyse et d'études économiques, retient comme pays pivot les États-Unis. Ensuite, on définit pour ce pays pivot un ensemble de biens et de services donnés, donc un certain nombre de biens et de services donnés qui vont constituer un panier. Ce panier de biens et de services, eh bien, il sera repris là aussi pour chacun des pays concernés, chacun des pays qui va faire donc l'objet d'une comparaison en matière de PIB. Donc nous aurons le même panier entre le pays pivot et le pays donc en question, les pays pour lesquels nous allons mesurer le PIB en fonction de la PPA. Donc nous allons valoriser le panier de biens et de services avec les prix du pays pivot, donc en l'occurrence avec les prix des États-Unis, pratiqués aux États-Unis, puis nous allons valoriser le panier de biens et de services de chacun des pays avec les prix qui sont pratiqués dans chacun de ces pays pour le calcul du PIB. Par exemple, si on fait une comparaison entre les États-Unis et la France, eh bien nous allons valoriser le panier de biens et de services donc qui est le même aux États-Unis, mais avec les prix français. Une fois fait ceci, eh bien nous obtenons ce qu'on appelle le ratio de prix. Donc le ratio de prix, c'est le prix du panier, le pays concerné, le pays pour lequel nous réalisons le calcul du PIB, divisé par le prix du panier dans le pays pivot. Et ce ratio de prix, ensuite, va être appliqué au PIB de chaque pays pour pouvoir faire les comparaisons. Alors, un petit exemple chiffré peut-être pour illustrer ça et peut-être essayer d'être un petit peu plus clair sur cette notion de PPA. Donc, je vous propose l'exemple suivant, donc à savoir que nous avons un pays pivot, admettons les États-Unis, avec un panier de biens et de services, on l'a dit, et le prix de ce panier aux États-Unis s'établit à 10 dollars. Le même panier avec les mêmes biens, les mêmes services dans le pays étudié, prenons le cas de la France, et bien ce prix du panier en France s'établit à 9 dollars. Donc nous pouvons ensuite calculer le ratio de prix. Donc le ratio de prix, nous l'avons dit, c'est le prix du panier dans le pays analysé divisé par le prix du panier dans le pays pivot. Donc en l'occurrence ici, c'est 9 dollars donc divisé par 10 dollars. Donc nous avons un ratio de prix qui s'établit à 0,9. Donc ensuite, ce ratio, bien, nous allons pouvoir l'appliquer sur le PIB du pays étudié, donc à savoir la France. Donc si la France dégage un PIB de 1000 milliards de dollars, et bien pour que ce PIB soit comparable avec le PIB des États-Unis, et bien nous allons appliquer un ratio, donc nous allons appliquer le ratio de prix, donc nous allons faire 1000 milliards de dollars divisé par 0,9, à savoir 1111 milliards de dollars. Donc le PIB de la France retraité du ratio de prix, c'est-à-dire du comparatif de niveau de vie entre la France et les États-Unis, est plus important. Et ceci est cohérent avec ce qui est indiqué donc précédemment, puisque dans notre exemple, et bien évidemment il s'agit d'un exemple, on constate que ici en France, eh bien, il coûte moins cher pour acquérir le même panier de biens et de services qu'aux États-Unis. Donc ceci signifie que le niveau de vie est plus élevé en France qu'aux États-Unis, et ceci donc se reflète par le calcul du PIB retraité, puisque le PIB retraité de la parité pouvoir d'achat est plus important pour la France avec ce retraitement. Alors, le classement par pays, selon les données disponibles, à savoir en 2014. Donc, si on retient le volume de PIB pour différencier donc, les pays, eh bien, le pays qui arrive en tête en volume de PIB sont les États-Unis. Les États-Unis qui ont dégagé en 2014 donc un PIB de 18 287 milliards de dollars. Ils sont suivis par la Chine qui a réalisé un PIB de 11 285 milliards de dollars. Et en troisième position, nous avons le Japon qui a obtenu un PIB de 4 882 milliards de dollars en 2014. Pour information, la France, elle, se classe 6e avec un PIB en 2014 de 2 935 milliards de dollars. Par contre, le classement n'est pas du tout le même si on retient comme critère de distinction, comme critère de classement,
non plus le volume de PIB qui avait été retraité bien évidemment de la parité pouvoir d'achat pour pouvoir réaliser les comparaisons. Si cette fois-ci on retient le PIB par habitant, eh bien le classement est tout à fait différent, avec en tête eh bien, le Luxembourg qui réalise en 2014 un PIB par habitant de 116 752 dollars, suivi de la Norvège avec 99 295 dollars, et le troisième pays en PIB par habitant est le Qatar, avec un PIB par habitant de 94 744 dollars. Donc le classement, on le voit, est tout à fait différent, hein, selon que l'on retient le PIB par habitant ou le PIB en volume. Donc sachant que pour le PIB par habitant, eh bien, les États-Unis, avec ce critère, donc, je dirais, ne se classent qu'en 9e position, alors qu'en volume ils sont en première position. La Chine, le Japon, mais aussi la France ne sont même pas dans les 20 premiers pays. Alors, des critiques à l'égard du produit intérieur brut, nous l'avons déjà quelque peu mentionné, mais le PIB, premièrement, ne tient pas compte de tout. Nous l'avons dit, hein, le PIB ne tient pas compte de toutes les activités productives, notamment les activités domestiques, ou encore les activités réalisées dans le cadre d'une économie dite souterraine. Le PIB aussi ne tient pas compte de toutes les consommations, notamment les consommations de ressources naturelles. Et ça, c'est un point extrêmement important à l'heure du défi écologique que nous traversons. Donc concrètement, les ressources naturelles sont utilisées, exploitées pour réaliser des activités productives. Et bien cette utilisation, cette dépréciation, si l'on peut dire, de la nature n'est pas prise en considération dans la mesure du produit intérieur brut. Donc ça, c'est une critique très forte qui est faite à l'égard du produit intérieur brut. Deuxième point, plus technique, s'agissant de la recherche et du développement. Donc dans le calcul du PIB, la recherche et développement est considérée comme une consommation intermédiaire. Donc elle vient en déduction de la production pour le calcul du produit intérieur brut, alors que cette recherche et développement correspond donc à des dépenses qui sont engagées pour une projection vers l'avenir, pour la réalisation de projets qui, si la R&D est efficace, doivent produire des effets à l'avenir. Donc on pourrait très bien imaginer et considérer que ces dépenses de R&D donc soient plus des investissements que de la consommation intermédiaire venant en déduction de la production pour le calcul du produit intérieur brut. Troisième critique essentielle, donc le PIB est une valeur moyenne, ou disons plutôt que le PIB est une addition, un agrégat, c'est-à-dire que ce PIB ne fait aucune distinction entre les éléments qui sont agrégés, qui sont additionnés. Donc le PIB ne rend absolument pas compte de toutes les inégalités dans le cadre de la création de richesses. Donc le PIB n'est pas une mesure du bien-être. Le PIB ne mesure pas le bien-être alors qu'il est observé par tous. Le PIB, rappelons-le, est une mesure objective de la création de richesse, mais création de richesse au sens du PIB, au sens macroéconomique, ne signifie pas bien-être, alors même que ce PIB est observé par tous puisqu'il est constitutif du calcul du taux de croissance extrêmement important, puisque c'est bien évidemment et très souvent le cap essentiel pour des actions politiques, pour une ou des politiques économiques. Alors, faut-il jeter le PIB à la poubelle ou plutôt utiliser d'autres indicateurs? Alors, ces autres indicateurs, ces indicateurs alternatifs existent déjà. Nous avons notamment donc l'indice de développement humain, l'IDH. Alors, cet IDH est un indicateur synthétique qui va reprendre trois composantes, donc à savoir premièrement le PIB par habitant, nous l'avons vu, ensuite l'espérance de vie à la naissance, et ensuite le niveau d'instruction. Donc on considère que l'indice de développement humain est plus représentatif de la performance, si je puis dire, d'un État, en tenant compte à la fois de la création de richesses, en tenant compte des capacités éducatives du pays, et également des capacités en matière de santé. Deuxième indicateur alternatif au PIB, c'est l'épargne nette ajustée, qui va exprimer la variation du capital, non pas uniquement économique pour pouvoir réaliser la production, mais également donc le capital humain comme le capital naturel.
Autrement dit, l'épargne nette ajustée va mesurer le coût du capital en tenant compte de l'ensemble des ressources nécessaires à la réalisation des activités productives. Alors ces ressources nécessaires donc, à la réalisation des activités productives sont les ressources financières, nous l'avons vu, mais également les ressources humaines, les ressources naturelles, l'ensemble des moyens qui ont été mis en place pour réaliser la production. Donc s'agissant du capital humain, eh bien, le coût est représenté par les dépenses d'éducation. S'agissant du capital naturel, eh bien, le coût sera représenté par une baisse du stock de ressources naturelles consommées. Troisième indicateur correspond à l'empreinte écologique. Donc cette empreinte écologique est relative à l'évaluation de l'impact sur le sol, mais également dans les eaux, de la consommation d'une population compte tenu du niveau de production nécessaire pour répondre aux besoins de cette population. Mais aussi à la fois l'impact de cette utilisation et l'impact des déchets qui sont générés par la consommation d'une population. Donc si cette empreinte écologique est supérieure aux biocapacités, eh bien cela signifie que les capacités régénératrices de la Terre sont dépassées. Donc l'empreinte écologique porte, à la différence du PIB qui lui se base sur la production, eh bien cette empreinte écologique, elle porte sur la consommation. D'autres indicateurs, eh bien peut-être effectivement que nous aurons à l'avenir d'autres indicateurs pour être le reflet, un reflet un peu plus, plus établi des activités productives et notamment de la notion de bien-être. Mais tout ceci est une autre histoire. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came
and change the time. When I grew up, I called